Qu'a donc prononcé Ibrahim Traoré ce jour-là devant l'assemblée la plus puissante de la planète pour que son discours soit effacé des archives du G20? Pourquoi, quelques instants après sa prise de parole, le texte a-t-il disparu, comme si cette intervention n'avait jamais existé? Dans la salle comble, l'effet a été immédiat. Les chefs d'État, les diplomates, se sont pétrifiés. Nul n'a osé rompre le silence, lourd et chargé de tension. Ce mutisme en disait long sur l'onde de choc provoquée par les mots du président burkinabé. Rarement dans l'histoire du G20, un tel malaise s'est emparé d'une salle pourtant habituée aux discours formels et aux débats feutrés. On pouvait presque sentir la température baisser, tant la stupeur paralysait l'auditoire. Ce discours n'avait rien d'anodin. Ibrahim Traoré, visage fermé, a choisi de s'adresser directement aux puissants, balayant la langue de bois de la diplomatie. Il a dénoncé la soumission persistante des intérêts africains face aux puissances occidentales. Il a exigé, sans détour, la fin de l'exploitation et la remise en cause des modèles économiques qui condamnent le continent à la dépendance et à l'instabilité. Ce geste rappelle certains moments rares de l'histoire, comme lorsque Patrice Lumumba, en 1960, devant les représentants belges, osa dénoncer le colonialisme en des termes d'une clarté inédite, ou comme lorsque Thomas Sankara, en 1987, à Addis Abeba, refusa de continuer à payer la dette, qualifiant ce fardeau de nouvelle forme d'asservissement. Ibrahim Traoré, ce jour-là, s'est inscrit dans cette lignée de voix qui refusent l'humiliation et exigent la justice. Devant les caméras, sous les regards du monde entier, il a jeté un pavé dans la mare. Son intervention, d'une clarté brutale, a rompu la routine polie des sommets internationaux. Il a accusé certains dirigeants africains de pactiser avec l'Europe, sacrifiant les intérêts de leur propre peuple. Il n'a pas hésité à nommer ses cibles et à citer des exemples précis, brisant le tabou du consensus diplomatique. Sa revendication ? L'heure est venue d'abandonner les compromis stériles et la diplomatie creuse. Il a appelé à l'avènement d'une nouvelle ère, celle de l'unité africaine, de la souveraineté et d'une véritable justice dans la gestion des ressources. Les mots, incisifs, ont retenti comme un ultimatum adressé à la vieille garde. Mais à peine prononcés, ces mots ont été gommés du programme officiel, comme si l'on craignait qu'ils fassent tache d'huile, car ignorer de telles paroles, c'est risquer de condamner l'Afrique à l'invisibilité, à l'exploitation continue, à la division. Déjà, par le passé, d'autres voix africaines avaient été réduites au silence. L'exemple du discours de Cheikh Anta Diop à l'UNESCO, censuré en 1976, résonne encore parmi les intellectuels. Cette volonté d'effacer les paroles dérangeantes est une constante dans les relations internationales, signe que la peur de l'émancipation africaine anime toujours certains cercles de pouvoir. Pourquoi cette censure immédiate ? Était-ce la peur d'une contagion, d'un réveil africain impossible à étouffer, ou le refus obstiné d'admettre qu'un nouvel ordre se dessine, poussé par une jeunesse décidée à ne plus plier? Ce moment unique appelle à être compris et replacé dans l'histoire, car il pourrait marquer le début d'une transformation radicale dans le rapport de l'Afrique au reste du monde. Avant d'analyser les paroles d'Ibrahim Traoré et leurs répercussions, il faut revenir sur l'atmosphère explosive du sommet et sur les enjeux cruciaux qui pèsent sur le continent. Pour saisir l'ampleur de ce séisme diplomatique, il faut d'abord comprendre le contexte brûlant dans lequel il a éclaté. Que s'est-il passé en coulisses et quels intérêts s'affrontaient loin des caméras? Au cœur du sommet du G20, un vent d'insoumission souffle soudain. Un jeune chef d'État ose bousculer la scène internationale, brisant le silence poli qui règne habituellement entre puissances mondiales. Ibrahim Traoré, président du Burkina Faso, fait son entrée à Johannesburg, entouré de dirigeants parmi les plus influents de la planète. Malgré son jeune âge, c'est lui qui s'apprête à défier l'ordre établi et à secouer les fondements de la diplomatie. L'Afrique arrive à ce sommet sous une pression écrasante. Dettes colossales, accords commerciaux biaisés, urgence climatique qui menace des millions d'existences. Les sujets brûlants s'empilent, mais bien souvent la voix du continent africain reste noyée dans le brouhaha des grandes puissances. Prenons l'exemple de la dette. Selon la Banque africaine de développement, près de 50% des recettes fiscales de certains pays africains sont englouties dans le paiement des intérêts. Cela signifie que chaque année, des milliards de francs CFA quittent le continent au détriment de la santé, de l'éducation et des infrastructures. Comment bâtir l'avenir dans de telles conditions ? Face à cette marginalisation, Traoré prend la parole. Son intervention tranche avec les discours convenus. Il cible frontalement Cyril Ramaphosa, président sud-africain, l'accusant de plier trop facilement devant l'Europe au détriment des intérêts africains. Les mots sont durs, le ton est tranchant,
Il n'est plus question de ménager les susceptibilités. Traoré déroule alors une liste de 10 griefs, comme une radiographie impitoyable des faiblesses de la diplomatie africaine. Il dénonce d'abord les concessions faites à l'Union européenne, fustigeant des traités qui enrichissent l'Europe et appauvrissent l'industrie locale au Burkina Faso, en Zambie ou au Nigeria. Pour illustrer son propos, il cite l'accord de partenariat économique, signé il y a plus de 15 ans, qui a ouvert les marchés africains aux produits européens, fragilisant ainsi les producteurs locaux. À Bobo-Dioulasso, par exemple, des dizaines d'usines textiles ont fermé, incapables de rivaliser avec les importations à bas coût. Ce phénomène a jeté des milliers de familles dans la précarité. Il s'attaque ensuite à la gestion de la dette, accusant Ramaphosa et d'autres de ne pas défendre avec assez de vigueur un allègement réel pour les États les plus fragiles. Selon lui, maintenir le statu quo, c'est condamner des millions d'Africains à une pauvreté sans issue. Ici, Traoré fait écho aux luttes menées depuis des décennies. En 1999, lors du sommet de Cologne, l'initiative PPTE, Pays pauvres très endettés, avait suscité l'espoir, mais force est de constater que nombre de pays africains restent prisonniers d'un cercle vicieux de dette. La crise climatique est également au cœur de son discours. Traoré critique la pression occidentale pour réduire l'utilisation du charbon, sans compensation ni alternative viable, alors même que les pays riches continuent d'en profiter. Prenons un cas concret. Au Zimbabwe, la fermeture forcée d'une centrale à charbon a privé des milliers de foyers d'électricité, alors que l'Allemagne, au même moment, rouvrait des mines pour faire face à la crise énergétique. Cette inégalité de traitement nourrit le sentiment d'injustice et de frustration sur le continent. Il pointe aussi le manque d'unité au sein de l'Union africaine, l'exploitation brutale des ressources naturelles par des multinationales européennes, la corruption transfrontalière et l'absence de soutien réel aux mouvements démocratiques émergents. Ces accusations s'appuient sur des exemples concrets. Le Burkina Faso, la Zambie et le Nigeria deviennent les symboles d'un continent en lutte, soumis à des règles imposées de l'extérieur. Ces politiques étranglent la croissance, détruisent l'emploi et fracturent les sociétés africaines. Pour Traoré, ignorer ces enjeux, c'est sacrifier toute une génération. La pauvreté, l'exclusion et la division ne doivent donc plus être des fatalités. Un silence lourd s'abat dans la salle. Tous les regards convergent vers Ramaphosa, contraint d'écouter les reproches de ce jeune homologue. Pour la première fois, l'Assemblée saisit l'ampleur de ce qui se joue, la souveraineté, la dignité et l'avenir même du continent africain. Mais le vrai choc ne vient pas seulement de la force des mots de Traoré. C'est sa volonté de défier ouvertement ses pairs africains et les puissances occidentales en exigeant un sursaut collectif qui ébranle les certitudes. Ce type de prise de position rappelle les ruptures historiques. En 1955, à Bandung, les pays du Sud avaient osé refuser l'ordre bipolaire et prôner le non-alignement. Aujourd'hui, Traoré propose une rupture similaire mais centrée sur l'Afrique. La tension est à son comble, mais Traoré n'a pas encore livré l'essentiel de son message. Ce qu'il s'apprête à proposer pourrait bouleverser l'équilibre du sommet. Quand un chef d'État africain ose accuser ses pairs de trahison, les murs du sommet vibrent d'un malaise inédit. Ibrahim Traoré, devant le monde entier, a ouvertement dénoncé la complicité de certains dirigeants dans la perpétuation d'un ordre mondial inéquitable. Le premier visé, Cyril Ramaphosa, président sud-africain, n'a pu esquiver le regard perçant de Traoré. D'une voix ferme, Traoré a détaillé les concessions faites à l'Union européenne. Il a exposé comment certains accords commerciaux ne profitent qu'à l'Europe, tout en appauvrissant les industries africaines. Derrière les promesses de développement au Burkina Faso, en Zambie, au Nigeria, il a révélé une réalité. Les profits s'envolent, les emplois locaux s'effondrent et, d'année en année, les dettes étranglent davantage chaque génération. Traoré a aussi pointé le manque de solidarité africaine. Selon lui, la coordination fait défaut au sein de l'Union africaine, aggravant la vulnérabilité du continent face aux négociations internationales. Il a accusé Ramaphosa d'agir en solitaire, sans consulter ses partenaires, ouvrant la porte à une exploitation minière incontrôlée dont les bénéfices échappent aux populations et à la jeunesse. Le dossier énergétique n'a pas été épargné. Traoré a dénoncé la soumission de l'Afrique aux diktats occidentaux sur la transition énergétique. Des centrales à charbon ferment, mais aucune alternative crédible n'est proposée pour alimenter les foyers. Résultat, la précarité s'installe, la dépendance s'aggrave. Devant le sommet, Traoré a exigé la fin des compromis imposés de l'extérieur.
Il a exhorté ses homologues à rejeter la dépendance, à refuser les arrangements unilatéraux et à défendre une vision collective et indépendante pour l'avenir du continent. Son discours, précis et implacable, a glacé la salle. Les chefs d'État ont évité son regard, d'autres prenaient des notes, la tension était presque palpable. La réaction a été immédiate. Après le choc, un silence pesant. Puis, les médias africains se sont emparés du discours. Sur les réseaux sociaux, la jeunesse s'est déchaînée, des débats ont éclaté dans toutes les langues, remettant en cause la souveraineté et la dignité piétinée du continent. Car si ces vérités restent tues, le pillage des ressources et la division politique ne feront qu'empirer. L'Afrique risque d'y perdre son autonomie, sa cohésion et toute chance d'émancipation réelle. Le message de Traoré est sans détour. Il faut choisir entre la passivité complice et la reconquête de notre avenir. Mais l'onde de choc ne s'arrête pas là. C'est dans la rue, dans les médias et surtout au sein de la jeunesse que commence le véritable séisme. Derrière les portes closes, les alliances vacillent et les tractations s'intensifient. Certains dirigeants songent à riposter, d'autres veulent saisir ce moment pour changer la donne. Les mots d'Ibrahim Traoré n'ont pas résonné que dans l'enceinte du sommet. En quelques heures, son discours a envahi les réseaux sociaux, partagé des millions de fois, traduit, décortiqué et débattu aux quatre coins du continent. Les médias africains, souvent relégués à la marge, ont fait de ce moment un événement fédérateur. Éditorialistes, économistes et artistes s'accordent, l'Afrique réclame enfin sa voix et sa place. Mais la secousse la plus inattendue vient de la jeunesse. De Dakar à Lagos, de Ouagadougou au Caire, le même mot d'ordre s'impose, il est temps d'agir. Les sociétés civiles, longtemps cantonnées au rôle de spectatrices, s'emparent du discours de Traoré comme d'un étendard. Des milliers de messages réclament l'unité, la transparence et la souveraineté économique. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'un chef d'État ose défier ouvertement l'ordre établi et invite toute une génération à imaginer son propre avenir. Dans certains quartiers de Bamako, des ateliers de réflexion voient le jour où des jeunes débattent des moyens de renforcer l'entrepreneuriat local et de promouvoir le consommé africain. Au Nigeria, des mouvements étudiants lancent des pétitions pour exiger la révision des accords miniers. Des artistes, tels que le rappeur burkinabé Smokey, transforment le discours de Traoré en slogans et en chansons, donnant une dimension populaire et durable à cette prise de position. Face à cette vague, la réaction des dirigeants régionaux ne s'est pas fait attendre. Des consultations s'ouvrent, d'Abuja à Kinshasa, dans un climat d'urgence et de responsabilité. Des chefs d'État, parfois réticents à s'exposer, lancent des discussions informelles pour renforcer la coordination continentale. Des idées émergent. Création de fonds communs pour l'innovation, contrôle accru sur les ressources minières, appel à la transparence dans les négociations internationales. Cette dynamique se propage aussi sur la scène diplomatique. Pour la première fois depuis des décennies, les États africains affichent une posture plus ferme dans les forums mondiaux. Ils exigent des règles de coopération équitables et menacent de quitter la table si leurs intérêts sont ignorés. Les grandes puissances occidentales, déconcertées par cette montée en puissance, réévaluent leur stratégie. Certaines proposent déjà de revoir les termes des partenariats économiques et d'investir dans des projets portés par des Africains, espérant préserver leur influence sur un continent qui affirme désormais sa souveraineté. Pour illustrer ce basculement, on peut citer l'exemple du dernier sommet Union africaine, Union européenne, où plusieurs délégations africaines ont exigé la suspension des accords jugés déséquilibrés. Cette fermeté est inédite et marque une inflexion majeure, mais ce basculement reste fragile. Si cette impulsion collective retombe, l'Afrique risque de voir s'envoler, une fois de plus, ses espoirs de transformation. La mobilisation actuelle, aussi puissante soit-elle, devra s'inscrire dans la durée et se traduire en changements concrets pour les populations. Pourtant, derrière cet élan historique, des forces opposées s'organisent déjà dans l'ombre. L'épreuve de vérité ne fait que commencer. L'exemple de Traoré va-t-il inspirer une nouvelle génération ou sera-t-il vite relégué aux oubliettes ? Cette interrogation hante désormais les couloirs du pouvoir comme les rues africaines. Ce moment ne se limite pas à un discours vibrant, il incarne des leçons bien concrètes pour l'avenir du continent. Déjà, les effets se font sentir sur les politiques locales. Le Burkina Faso, suivi par plusieurs de ses voisins, lance une révision de ses traités commerciaux et de ses stratégies industrielles. De nouveaux débats s'ouvrent sur la priorité donnée à l'industrie locale, la refonte de la gouvernance et l'émancipation citoyenne. Surtout, la jeunesse, galvanisée par l'audace de Traoré, s'organise pour exiger sa place dans les choix économiques et politiques.
Mais cet élan s'accompagne d'un appel à la responsabilité. Le discours de Traoré a dévoilé un impératif: cohésion sociale et vigilance populaire. Sans implication des citoyens, si la société civile ne s'engage pas durablement, le réveil africain pourrait n'être qu'un feu de paille. Seule l'union, la mobilisation constante et l'exigence de transparence pourront ancrer ce bouleversement dans la durée. La prise de conscience que le continent doit inventer ses propres modèles économiques et politiques s'impose désormais dans les débats publics. Faut-il encore reproduire les vieilles structures héritées ou oser bâtir des alternatives façonnées pour l'Afrique? La question est cruciale. Sans réelles innovations, les anciennes dépendances risquent de perdurer, même face aux discours les plus audacieux. Pour avancer, il est possible de s'inspirer de modèles venus d'ailleurs, mais adaptés au contexte africain. Par exemple, le Rwanda a démontré qu'une politique volontariste de soutien à l'innovation numérique pouvait transformer l'économie en moins de 2 décennies. Le Sénégal, avec le plan Sénégal émergent, investit massivement dans l'agriculture et les infrastructures, prouvant qu'une vision structurée et endogène peut porter ses fruits. Ce qui frappe le plus, c'est l'éveil d'une conscience panafricaine sans précédent. Partout, des jeunes, des entrepreneurs, des intellectuels se reconnaissent dans l'exigence d'une indépendance réelle, loin des tutelles déguisées. L'appel de Traoré a franchi les frontières, éveillant un sentiment inédit de solidarité et d'espoir commun, du Sahel au golfe de Guinée. Pourtant, le danger demeure. Sans passage à l'action, cet élan pourrait s'éteindre et voir ressurgir les mêmes erreurs, laissant le continent prisonnier de ses vieux schémas. Ce moment historique exige lucidité et persévérance, car rien n'est jamais acquis. C'est ici qu'intervient la responsabilité individuelle et collective. Pour que le rêve d'une Afrique forte, libre et prospère devienne réalité, il faut des actes concrets à tous les niveaux. Les gouvernements doivent engager des réformes profondes, transparence budgétaire, lutte contre la corruption, investissement dans l'éducation et l'innovation. Les citoyens, quant à eux, doivent surveiller, questionner, proposer et ne jamais cesser d'exiger des comptes. Des scénarios d'action émergent: création de plateformes citoyennes pour le contrôle des politiques publiques, lancement de coopératives d'entrepreneurs locaux, campagne d'éducation populaire sur les enjeux économiques et écologiques. Chacun peut contribuer, par des gestes simples ou des initiatives ambitieuses, à faire vivre ce changement. La question demeure: allons-nous laisser cette chance unique s'effriter ou choisirons-nous d'y participer activement? Bientôt, les regards se tourneront vers ceux qui traduiront ces ambitions en actes. L'heure des choix concrets approche. L'heure de la résignation est révolue. Aujourd'hui, il est évident que le destin du continent africain ne se décidera plus dans l'ombre des grandes puissances, mais bien entre les mains de ses peuples. Le courage d'Ibrahim Traoré a fissuré le silence d'un continent trop longtemps habitué à attendre et à subir. Son discours au sommet du G20 n'a pas été qu'un cri du cœur. Il a lancé l'étincelle d'un mouvement qui invite chaque Africain à transformer l'indignation en action. Ce moment historique ne peut pas se réduire à un simple écho dans les couloirs d'une conférence. Du Burkina Faso à tous les coins du continent, la jeunesse africaine s'est reconnue dans son message. L'Afrique ne tend plus la main, elle revendique son avenir. Chaque mot prononcé par Traoré résonne désormais comme un appel à la responsabilité partagée. Un choix s'impose à nous tous: bâtir une Afrique souveraine, unie et respectée, ou rester simple spectateur d'un changement qui se fera sans nous. Se taire, c'est accepter la perpétuation d'un système où nos ressources, notre pouvoir et notre dignité sont sacrifiés. S'exprimer et s'engager, c'était ouvrir la voie à une ère nouvelle, où chacun devient acteur du destin collectif. Le réveil africain ne sera durable que si chacun, à son niveau, refuse la passivité et ose porter ce message autour de lui. Parlez-en avec vos proches, partagez ce qui vous anime et faites retentir la voix d'une Afrique qui ne veut plus attendre, car c'est ensemble et seulement ainsi que le rêve de Traoré prendra forme, une Afrique digne, solidaire et maîtresse de son avenir. L'histoire s'écrit sous nos yeux. Serez-vous de ceux qui la regardent passer ou de ceux qui la façonnent, prêts à prendre leur part de responsabilité ?